Ok, donc la correction de l'application 1 du dernier cours sur l'introduction aux séries temporelles. On va donc mettre en place les tests de racine unitaire. On va les appliquer sur la base de données USA.xlsx, qui est, donc, comme d'habitude, qui est présente sur la Dropbox. Je vais vérifier ça. USA.xls. Ok, et donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va importer les données, ok. On va tester la stationnarité sur l'indice des prix à la consommation et sur le taux de chômage. Bon, là, je vais me contenter de lire la correction, enfin de lire la correction, de commenter la correction, parce que c'est assez long en fait, puisque le test, enfin les tests de ADF ont besoin d'être faits du coup de manière plusieurs fois pour pouvoir tester la série, puis la série différenciée, etc. quand c'est I1 ou I2. Donc c'est un peu long. Mais encore une fois, c'est vraiment beaucoup commenté. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas. Normalement la plupart des réponses sont dans les commentaires de la correction. Et donc même chose que d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur Discord ou par mail. Donc ici, on a une base de données qui contient donc l'indice des prix à la consommation, ok, base 100 2005, et le taux de chômage aux États-Unis. Donc là, on vient tester une loi que vous êtes censé maintenant connaître. On est donc en données temporelles, trimestrielles, et qui couvrent la période premier trimestre 1980, troisième trimestre 2009. Ok, la saisonnalité a été prise en compte dans le traitement des données avant téléchargement. Ok, donc c'est pas un problème qu'on est censé rencontrer dans ces séries. C'est en revanche des problèmes que vous pouvez rencontrer notamment dans les variables qui sont étudiées ici. Ok, donc première question, importer le fichier de données dans un data frame. Ensuite, tester la stationnarité. On va regarder graphiquement à quoi ça ressemble. Et ensuite, on va regarder la stationnarité de la série LCP, c'est-à-dire le logarithme des indices des prix à la consommation. On va mener pour ça les tests ADF et le test Philippe Perron. Je pense que je m'abstiendrai de faire une longue vidéo pour faire la correction du taux de chômage, puisque ça va être en fait exactement la même chose que pour LCPI. Ok, donc let's go. On commence comme d'habitude par une cellule avec l'ensemble des packages dont on va avoir besoin. Alors là, ça c'est pas obligatoire, c'est juste que comme ça on n'est pas obligé de mettre pd.readcsv ou pd.dataframe pour appeler ces fonctions-là. Là, elles sont importées et elles sont connues du coup par Python comme si c'était des fonctions built-in en fait, en faisant ça. Si je ne mets pas cette ligne, il faudra que je rappelle à chaque fois de quelle librairie j'appelle la fonction dataframe ou la fonction readcsv. Ok, donc là ensuite ça c'est pour les graphiques. NumPy, vous connaissez, et StatsModel, donc ça va nous permettre de mener les différents tests dont on a besoin, notamment donc le test ADF et le test Philips-Perron. Donc première question, on importe les données, ok. Ok, bon, il n'y a pas grand chose à dire de plus si ce n'est que voilà, donc on a une série de dates, une série d'indices de prix à la consommation et une série U unemployment de chômage. En général, quand on regarde effectivement la stationnarité, on va commencer par regarder un petit peu comment se comportent graphiquement les séries. Donc ici, on calcule le logarithme de la série des indices des prix à la consommation, et ici, on regarde comment elle évolue. Donc là, clairement, on peut voir qu'il y a une tendance dans la variable, même si sur la période, il n'y a pas une grosse variation, finalement, il y a quand même une tendance qui caractérise l'évolution de cette série. Donc on va appliquer le test ADF sur la série LCPI, et donc je vais revenir sur le cours.
On va commencer du coup par l'étape 2 directement en fait. Je vais vous expliquer ça dans une minute pourquoi. On va commencer par l'étape 2 et on va estimer le modèle avec constante et tendance. Donc, à quoi ça ressemble ça sous Python? Bah, on appelle la fonction ADF Fuller, donc la fonction qui va justement permettre d'implémenter le test ADF. Dans les arguments de la fonction, il faut lui donner impérativement la série sur laquelle on souhaite mener le test. Il faut également donner le type de modèle dans lequel on est. Donc là, le type de modèle, en fait, c'est où est-ce qu'on se situe ici. Quand vous avez CT, c'est constante trend. Donc ça veut dire qu'on est bien dans le premier modèle avec constante et trend. Autolag AIC, donc ça c'est le critère qui va permettre de savoir de connaître le critère d'optimisation qui permet d'obtenir le bon nombre de retards dans la série. Et règle result, ça veut dire qu'on veut stocker les résultats dans notre variable ici ADF1 LCPI. Donc en appelant en faisant le résumé des résultats de la régression, on obtient un tableau assez classique en fait avec les informations qu'on a d'habitude. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est x12. x12 en fait c'est la constante et on va regarder si elle est significative. Alors, vous vous demandez peut-être ou pas, il se trouve que la p-valeur qui est ici, c'est pas la même p-valeur que dans les tableaux qu'on a d'habitude. C'est-à-dire que celle-ci prend en compte les valeurs tabulées de Dickey-Fuller. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez interpréter la p-valeur qui est ici. Ok, et donc là, on a fait étapes 1 et 2. 1 et 2, 1 en fait, il a sélectionné lui-même le nombre de retards, et 2, on a estimé le modèle, on regarde la significativité de la constante, de la tendance. La tendance ici n'est pas significative et donc on va arrêter la première étape ici, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder ça. On va passer directement à l'étape 3. L'étape 3 nous dit de regarder le modèle sans tendance avec constante. Ok, donc c'est ce qu'on fait. Ici, donc on retrouve la même fonction que là, d'accord. Sauf que donc on garde la série LCPI, c'est sur cette série-là qu'on souhaite faire le test ADF, sauf que cette fois-ci on change le type de régression puisque cette fois-ci on ne veut que la constante dans le modèle. On garde ensuite les mêmes critères de sélection de nombre de retards et on veut également avoir les résultats dans le ADF de underscore LCPI. Et quand on va chercher ces résultats, donc toujours avec les mêmes fonctions, ADF LCPI en fait, parce que là, ça on va le voir dans un instant, hein, mais ah oui. J'ai oublié de tout faire tourner. Ok, donc on va reprendre tout ça au début. Voilà. Alors, en fait, là, ce qui est contenu par cette variable-là, c'est d'abord la statistique de Dickey-Fuller, ensuite la p-valeur qui lui est associée. Ici, on a un dictionnaire qui fait référence aux valeurs tabulées de Dickey-Fuller en fonction du nombre d'observations. Donc là, c'est à ces valeurs-là qu'il faut se comparer. Et enfin, ici, on a un objet de type statsModel qui contient en fait les résultats de la régression. Donc en fait, c'est ça qu'on va chercher quand on fait ADF3. Là le 3, c'est l'indice 3 de ce tuple. Et donc, qu'est-ce qui correspond à l'indice 3 de ce tuple? C'est les résultats justement d'estimation pour le test ADF. Ok. Et donc, quand on va les chercher, qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans, ici, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est est-ce que la constante est significative. Pardon. Et quand on regarde la constante, elle est effectivement significative au seuil critique de 1%. Donc on peut rester à l'étape 3 pour regarder la stationnarité de la variable LCPI. Et donc pour ça, donc on fait apparaître notre variable ADF de LCPI. Ok.
Et donc dedans, on a en premier la, la statistique de test, en deuxième la p-valeur, et après vous avez le dictionnaire des valeurs tabulées par Dickey Fuller auquel il faut comparer donc notre statistique de test. Et ici, on a une statistique de test qui est supérieure aux valeurs du test pour tous les essais critiques. Donc, on va accepter l'hypothèse nulle de présence d'une racine unitaire. Ok. P-valeur associée au test, la série contient au moins une racine unitaire. Donc, si la p-valeur est supérieure à 0,5, on ne rejette pas l'hypothèse unitaire. Ok. Voilà, donc ça rappelle un petit peu tout ce que je viens de dire. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on différencie notre série LCPI. En général, c'est ce qu'on va faire, ou alors on la passe en taux de croissance, chose comme ça, pour voir si elle est intégrée. Là, on sait qu'elle est intégrée d'ordre 1, on va regarder si elle est intégrée d'ordre 2. Simplement, là, on va faire une différence toute simple, puisqu'on est déjà en logarithme. Donc, c'est-à-dire qu'en faisant la différence du logarithme, on va retomber sur une approximation du taux de croissance. Ok. Alors, je sais plus si on le fait. Ouais, il aurait fallu le faire. On l'a pas fait. Ah si. Pardon, autant pour moi. Ok, on va juste venir confirmer d'abord nos résultats en menant le test de Philippe Perron. Et donc là, c'est pareil, on a une fonction Philippe Perron dans laquelle on va spécifier la variable sur laquelle on veut faire notre test de racine unitaire. On va spécifier le modèle dans lequel on est. Donc là, on va se baser sur le modèle qui a été identifié par ADF. Le nombre de lags est fixé de manière automatique et je crois que par défaut, en fait, il prend justement le nombre d'observations puissance 1 quart, ce qu'on disait tout à l'heure. Et quand on récupère du coup les résultats du test, nul hypothèse 6. Ok, donc là cette fois-ci, visiblement on rejette l'hypothèse nulle de la présence d'une racine unitaire. Donc là vous êtes typiquement dans un cas où vous avez deux tests qui sont contradictoires dans ce qui conclut. En général, ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est qu'on va prendre le résultat le plus pessimiste. On va se baser sur le plus pessimiste. Par ailleurs, Dickey Fuller enfin, ADF en tout cas est souvent préféré à Philippe Perron en pratique. Donc, bon, c'est pas pour rien. Hein. En fait, il y a des raisons à ça. Notamment, il a été montré en 2010 que le test de Philippe Perron est pas nécessairement très efficace dans des échantillons finis. Donc là, je sais plus combien on a d'observations, mais peut-être pas assez pour. On a 108 observations, donc c'est peut-être un trop petit échantillon pour pouvoir mener efficacement le test de Philips Perron. Donc tout ça fait que on va se fier plutôt à la conclusion établie par le test augmenté de Dickey Fuller, et on va aller regarder si notre série différenciée est stationnaire. Donc pour faire la différence de notre série, on procède donc à cette ligne-là, on va utiliser Shift. Shift, ça permet de prendre la série avec un lag de une période. Ok. Fois 100 là, donc c'est pour avoir la série en pourcentage. Ok, quand on regarde graphiquement, déjà en moyenne, elle a l'air un peu plus stationnaire. En variance, c'est quand même moins évident, mais à minima, en moyenne, on a l'air de tourner autour d'une même moyenne. Ok. Et donc pour s'assurer que la série en différence première est bien I0, on va mener à nouveau le test ADF sur cette série. Donc on reprend à la première étape, sauf que cette fois-ci, au lieu de LCPI, on a changé, on a mis LCPI. Pardon, au lieu de LCPI, on va mettre DLCPI. Donc ça, c'est-à-dire qu'on fait le test ADF sur la série des indices de prix à la consommation, prise en logarithmique et différenciée, donc le taux de croissance de la série des prix à la consommation. Le drop NA ici sert à retirer les valeurs manquantes. Ça, c'est lié au fait que quand on applique le lag, il y a une période qui saute, donc ça crée
une valeur manquante, et ça peut faire bugger en fait les fonctions, les algos, les trucs. Donc on évite d'utiliser des valeurs manquantes. On regarde le modèle avec constante et tendance. Ok. Là on reprend la procédure à 0. On garde comme critère pour le choix du nombre de retards le critère de minimisation, enfin d'information le modèle qui va minimiser le critère d'information AIC, et on va garder les résultats pour pouvoir les afficher justement. Ici on regarde donc là il a retenu que 10 retards, 9 retards, 10 retards, 10 retards, il en avait retenu 11 tout à l'heure. On regarde ici la significativité de la tendance. La tendance est significative, ok, au seuil de 5% en tout cas. Et donc, on va pouvoir s'arrêter sur ce modèle et interpréter la statistique de Dickey-Fuller, qui cette fois est inférieure à l'ensemble des valeurs tabulées par Dickey-Fuller. La p-valeur nous indique aussi ça, hein. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on va pouvoir rejeter l'hypothèse nulle, selon laquelle il y a une racine unitaire dans le modèle. Et donc on va considérer que DLCPI est stationnaire. Ensuite on peut vérifier ça avec le test Phillips-Perron. Normalement ici, si le test Philippe-Perron nous dit que la série en niveau entre guillemets est déjà stationnaire, il y a peu de chances qu'ils nous disent que la série différenciée n'est pas stationnaire. Mais bon, par souci de rigueur ou de robustesse, vous pouvez mener quand même le test de Phillips-Perron sur la série différenciée. Là pareil, hein, donc on rejette l'hypothèse nulle de racine unitaire. Donc on est bon, DLCPI est stationnaire et on va pouvoir l'utiliser dans notre régression. Ok, bon alors pour la série du taux de chômage, c'est exactement la même chose, hein. Donc à chaque fois on mène les modèles, on regarde la significativité de la variable qui nous intéresse. Si c'est significatif, bah, du coup on reste à l'étape dans laquelle on est. Si c'est pas significatif, on passe à l'étape d'après. Et on interprète à la fin la statistique de Dickey-Fuller pour pouvoir conclure et savoir si on différencie ou pas. Ok. Donc voilà, tout simplement. Donc finalement c'était pas très long non plus comme vidéo, je crois. Bon, tant mieux pour vous. Je pense que c'est déjà assez compliqué de suivre tous les cours en distanciel. Donc si vous pouvez avoir des cours relativement courts, c'est pas plus mal non plus, quoi. Donc voilà. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, on vous donnera des infos incessamment sous peu sur les modalités d'examen. Donc je vous confirme que ce sera... Enfin je vous confirme. Disons que je suis un peu plus sûr que ce sera un partiel en deux parties, avec une partie QCM. Vous aurez des questions de cours, donc des questions d'économétrie, mais vous aurez aussi des questions sur Python. D'accord, donc j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête particulièrement, mais à quoi sert la fonction range? Vous avez plusieurs réponses. Voilà. Et c'est la bonne. Quel type de test de stationnarité je peux mener? Donc là, vous aurez des questions aussi d'économétrie, hein. Là-dessus, il n'y a pas trop de raison. Et après, vous auriez normalement, du coup, une deuxième partie de partiel où vous serez amené à coder. Donc dans cette partie, il y aura à la fois de l'algorithmie, donc des exercices qui ressembleront à peu près, enfin pas exactement, hein, ce sera d'autres exercices, mais où en gros vous devrez faire la traduction en informatique d'un problème, une problématique de mathématiques ou autre, hein. Et vous aurez également un peu d'interprétation et de tests à mener sur des données, a priori des données aléatoires, enfin ça, on verra un peu plus dans le détail quand ce sera fait. Voilà, donc vous aurez des questions un petit peu comme ça. Dans l'idée, il n'y a pas tellement de problème pour que vous ayez accès à votre cours, hein. Je ne vous demande pas d'apprendre par cœur
tout ce qui a été vu, tous les packages, etc. Vous aurez également le droit éventuellement à Internet. Normalement, ce sera fait de sorte à ce que ça ne vous serve pas à grand chose. Mais voilà, si jamais vous voulez aller un peu sur Internet pour poser des questions, vous pourrez aussi. Si vous voulez consulter les documentations relatives aux différents packages, etc., vous aurez le droit. Donc voilà, l'idée c'est surtout que bah, vous ayez quelques réflexes pour coder, pour mettre en place petit à petit, là c'est ce qu'on essaie de faire hein, dans ce cours-là, c'est d'avoir les quelques automatismes pour mettre en place une analyse économétrique sous Python. Donc voilà, ce sera là-dessus le partiel. Voilà, bon donc c'est fini pour ce semestre. J'espère que ça vous a plu comme cours, j'espère que c'était pas trop compliqué. Normalement ça devait aller, au moins sur la partie économétrique on est repassé sur des concepts que vous aviez déjà vus, donc de ce point de vue là je pense que ça devait aller. Après sur le point de vue du code, bon, il me semble que c'est quand même relativement simple, hein. Euh, ça le sera d'autant plus quand vous mettrez en application vous-même toutes ces choses-là. Et au deuxième semestre, c'est pour ça que l'évaluation au deuxième semestre, c'est un projet, c'est un genre de petit mémoire. De ce point de vue-là, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous êtes amené à utiliser les différents outils qu'on vous a appris en pratique. Et, euh, et donc ça, c'est très formateur. Pour réviser, vous pouvez refaire un peu les différents exos qu'on a fait, donc, comme je vous le disais, notamment en fait dans toute la partie 2 ici. Et après, vous pouvez regarder les corrections des applications. Je pense que c'est surtout ça qu'il faudrait que vous regardiez pour réviser. Et après, vous pouvez toujours faire un peu de Code Wars, ceux qui s'y sont déjà mis, ceux que ça intéresse, etc. Donc voilà. Et puis après, je vais me répéter, hein, mais n'hésitez pas à nous écrire sur le Discord par mail. On essaiera de vous répondre au mieux et au plus vite. Voilà, donc bon courage pour la suite et à très bientôt par mail probablement.